Je vais du coup t'appeler Féfé si ça te va. Ouais, bien sûr. Avec en plus, on s'est déjà parlé pour la ZILAN, en plein milieu de la ZILAN en plus. Ce sera l'occasion de revenir sur la Team Peps en parlant à la fois d'e-sport, de comment est-ce que toi, en tant qu'à la fois fondateur de la Team Peps et à la fois ancien coach, tu vas pouvoir en fait nous parler de ce métier et de comment est-ce que toi tu vis ça au quotidien. Et en plus de ça, tu es créateur de contenu. Je vais commencer avec une question toute simple. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment est-ce que tu en viens à cofonder ou fonder même un club d'e-sport? D'où est-ce que tu viens en fait en termes de parcours? Alors ça va être assez large. À la base, je viens du sport traditionnel. J'étais athletic trainer dans le basket professionnel pendant 5 ans auprès des équipes de France de basket jeunes et du club de basket de Montpellier. Donc j'ai toujours été attiré par la compétition. J'avais toujours voulu travailler dans un environnement compétitif. Et en 2017, un jeu sort qui s'appelle Overwatch et on se prend de passion sur ce jeu avec un de mes meilleurs amis et on commence à commenter des compétitions pour le plaisir, sur notre temps libre. Lui, il avait son boulot, moi j'avais le mien et dès qu'on avait un peu de temps libre, on commentait des compétitions et en fait on est tombé amoureux du jeu, de la discipline et j'ai eu une opportunité de coacher parce que mes analyses en stream avaient été reconnues par un club, en plus du fait que j'avais quand même un parcours dans le sport traditionnel où j'avais un background et un bagage qui était très peu présent dans ce secteur. Donc j'ai eu une offre d'un club français pour travailler pour eux en tant que coach. Ça s'est très bien passé, on a été champion d'Europe, suite à quoi je suis parti travailler aux États-Unis pendant 2 saisons en Amérique du Nord pour coacher des équipes professionnelles sur Overwatch. Et derrière, à mon retour en France après le Covid, j'ai voulu continuer de créer du contenu sur cette scène et sur le jeu parce que j'étais toujours pris de passion pour cette scène et pour cet écosystème compétitif. Et en 2022, pour dynamiser la scène française dans un premier temps, j'ai décidé de créer une équipe qu'on a appelée la Team Peps en rapport à la communauté des Pépites, qui est la communauté sur ma chaîne. Et au final, cette équipe a grandi. Il y a eu toute une fanbase, des supporters qui se sont créés autour de ce projet. Et on a pu le professionnaliser, trouver des sponsors. Et d'équipe, on est devenu un club. Et en fait, j'ai fondé la Team Peps en tant que club comme une suite logique d'événements positifs et communautaires qui m'ont amené à vouloir continuer ce projet, à faire en sorte qu'il puisse perdurer et durer sur le temps. Oui, parce qu'en plus, là, on est sur un club qui est suivi, y compris sur Montpellier, puisqu'il y a eu, je crois que c'était en février ou mars, il y a eu un rendez-vous avec la communauté qui s'est fait. Si j'ai bon. Alors c'était pas à Montpellier, c'était à Paris. En fait, chaque année, on organise une soirée qui s'appelle la soirée Peps, qui est la soirée annuelle du club où on va faire toutes les annonces de l'année qui arrive. Donc là, pour 2026. Et en fait, on annonce nos nouveaux joueurs, nos nouveaux staffs, on fait des interviews, on met en avant certains profils qui font partie du club, des profils qui sont aussi des profils de l'ombre dans le management, dans la gestion. Et on en profite pour, en effet, rencontrer la communauté, faire des show matchs avec des anciens joueurs du club, des nouveaux, des ambassadeurs, créateurs de contenu. Et l'idée, c'est de garder cet esprit communautaire. C'est vrai que le club est né de cette envie de la communauté de continuer ce projet. Et ce qui fait qu'il est différent, c'est qu'il a cet aspect vraiment grassroots. On vient de tout en bas. On est un petit club. On n'est pas porté par un gros créateur de contenu. Je suis créateur de contenu, mais je suis pas à l'échelle des gros créateurs comme Kameto ou Squeezie qui ont leur propre club e-sport également. Donc oui, c'est plus un projet commun et communautaire qui s'est développé et donc on veut garder absolument cet esprit, d'où le fait qu'avec le club on essaie d'organiser des watch parties pour regarder les matchs, des moments où on se rencontre. Et puis l'année dernière par exemple, quand on se qualifie au championnat du monde, on est en public avec on nous prévient 3 jours avant, il y a 150 personnes qui viennent dans un hôtel à Paris. On nous avait mis à disposition une salle parce que le propriétaire de l'hôtel est lui-même supporter du club. Donc c'était assez exceptionnel. Et en fait on se qualifie au championnat du monde en public avec du monde qui crie et c'était un moment exceptionnel pour le club. Donc on essaie de garder cet aspect communautaire. Et c'est la partie, on en avait légèrement parlé, la partie organisationnelle du club, elle miroite un peu ce côté proche
proche des joueurs, proche de la commu, etc. C'est-à-dire que là où on va avoir des clubs qui vont avoir envie de avoir un local où on a les joueurs, la team qui est présente, etc. Là, tu me mentionnais que justement, en termes de management, les joueurs sont à distance, c'est-à-dire dans leur environnement à eux, chez eux, tranquille. Et ça, c'est un truc qui est finalement propre à la Team Peps. Alors, ça dépend vraiment des équipes, ça, c'est pas propre à nous. Il y a pas mal de clubs pour des histoires de moyens aussi ne réunissent pas les joueurs tous ensemble parce que ça coûte cher d'avoir des gaming houses, des bureaux, etc. Mais il y a aussi, nous c'est plus stratégique. Alors, évidemment, ce serait des coûts supplémentaires, mais qu'on pourrait choisir de supporter si on pensait que ça pouvait aider le club compétitivement parlant. Mais en fait, on préfère les laisser dans leur environnement, chez eux, avec leur famille, avec leurs amis. Comme les majorités des compétitions et des qualifications sont en ligne, de toute façon, c'est mieux qu'ils soient dans l'environnement le plus proche de celui dans lequel ils vont jouer et dans les meilleures conditions possibles. Donc on préfère les laisser chez eux, c'est vraiment notre volonté. Par contre, plus on va se rapprocher des compétitions physiques auxquelles on se qualifie, plus on va multiplier ce qu'on appelle des bootcamps. Donc on va les faire venir à un endroit tous ensemble pendant 1 à 2 semaines pour jouer, pour passer du temps aussi ensemble, créer du lien. Donc c'est soit en début de saison pour créer du lien avant que la saison démarre, soit juste avant les événements physiques pour les mettre justement dans les conditions dans lesquelles ils vont jouer. Et pour nous c'est l'entre-deux parfait. Ça nous permet d'avoir une gestion, on va dire, plus simple des effectifs, ça enlève un travail d'encadrement, de management, de gestion du quotidien, ça permet aux joueurs d'avoir leur environnement, mais quand on a besoin d'eux, on les fait venir, on les déplace, que ce soit pour du contenu ou pour de la compétition. En termes puisque toi tu as été coach, mais maintenant tu as une équipe de coach pour justement coacher ces équipes-là, quand tu les recrutes, ces coachs-là, tu les formes à cette spécificité de distance par rapport aux équipes, ou est-ce que on en a qui sont déjà, parce qu'en termes de management, de communication, je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout du jeu vidéo, encore moins de l'e-sport, qui doivent écouter ça et se dire attends, on est sur du compétitif haut niveau et pourtant chacun est de son côté et du coup comment ils doivent faire pour communiquer ensemble, pour avoir vraiment cet état d'esprit d'équipe constant? Comment ça se passe? En vrai, comme tous dans le jeu vidéo et notamment dans les compétitions de jeux vidéo ont l'habitude de travailler à distance depuis toujours, ils commencent l'e-sport de manière amateur dans leur chambre à distance avec leurs copains. Les coachs c'est la même chose du coup, donc au final ils se sont déjà habitués à ces codes-là et à comment créer du lien même à distance. La relation, les amis d'internet, c'est quelque chose pour eux qui est normal. C'est-à-dire que pour moi qui viens du sport traditionnel, finalement, dans cet écosystème, à part les gens que j'ai rencontrés ensuite physiquement et qui sont devenus des amis au fil du temps parce qu'on a passé du temps ensemble et créé des projets ensemble dans la vie, j'ai très peu d'amis que j'ai rencontrés et que je côtoie que sur Internet. Ça reste des connaissances, ça reste parce que dans ma façon d'être, il faut se côtoyer pour développer des relations, ce qui n'est pas le cas finalement de ces joueurs, de ces staffs qui, eux, ont grandi là-dedans et n'ont pas de mal à appeler des amis des gens qu'ils n'ont jamais vus ou jamais rencontrés. Et du coup, ils sont déjà habitués de base, c'est déjà quelque chose qui est assez naturel pour eux, mais il est vrai que pour renforcer ces liens, c'est là où on va créer ces moments où on se rencontre, parce que ça multiplie finalement les liens qu'ils peuvent avoir en ligne quand ils arrivent à se rencontrer en physique, à faire des choses en dehors du jeu, en dehors d'internet. Et là c'est plus le management et le club qui créent des situations ou qui proposent des situations au staff où ça va se produire. Mais les coachs en eux-mêmes sont naturellement finalement habitués à ça. Il n'y a pas finalement cette logistique ou ce travail que j'ai dû faire quand moi je suis passé du sport à l'e-sport, où j'ai dû me dire ah ouais, c'est complètement différent d'encadrer des gens tous les jours sur un vocal en ligne par rapport à bord du terrain. D'ailleurs, en tant que coach, pour l'anecdote, moi j'ai toujours été très frustré en coach e-sport de ne pas pouvoir intervenir à n'importe quel moment, venant du basket où tu peux crier depuis le banc quand il y a un problème. Là, tu peux pas du tout dire quoi que ce soit, il faut attendre des moments précis, des temps morts entre les maps, que les administrateurs de tournois te laissent la parole, et du coup, sur des temps souvent très courts, le travail est complètement différent aussi. C'est-à-dire que le travail de préparation en amont est beaucoup plus important, et le but c'est de créer des joueurs capables de se débrouiller par eux-mêmes dans ces moments-là, là où dans le sport traditionnel, tu sais que tu peux prendre des temps morts, tu sais que tu peux parler depuis le bord du terrain, tu vas avoir un impact sur la performance le jour J plus important que dans l'e-sport où finalement la préparation est clé et centrale, et le jour J t'es un peu un spectateur investi émotionnellement mais ça s'arrête là quoi. Ouais, parce qu'en plus si tu as un temps très limité et que tu le sais, potentiellement tu vas intervenir peut-être sur la partie compétences, organisation d'équipe sur le match, parce qu'en fait il y a un problème de communication, ou alors c'est même l'état d'esprit sur le moment. Donc en plus toi il faut que tu choisisses c'est ça. Quel est ton angle
pour pouvoir les amener au mieux sur le match pour le temps imparti qui doit être très limité. Moi, il y a des moments où la stratégie ça va pas du tout, mais en fait la communication c'est une catastrophe et du coup on est obligé de faire un choix quand on a 1 minute pour parler. Quand j'ai coaché l'équipe Mandatory, l'équipe de Zerator sur Valorant, t'as 1 minute pour parler et des fois la stratégie ça va pas, mais c'est le cadet de tes soucis à ce moment-là et t'es en mode ok les gars, la communication, la structure de communication c'est ça. Maintenant on se remet dedans. Des fois ça peut être des speeches très orientés motivation aussi, si on sent qu'il n'y a pas d'énergie, pas d'intensité, et donc au final on omet une grosse partie de ce qu'on pourrait donner comme travail. Bon après je pense que tous les coachs même dans le sport traditionnel doivent faire des choix sur les consignes qu'ils donnent, mais c'est vrai que dans l'e-sport et dans le format actuel de l'e-sport c'est encore plus exacerbé. Et cette partie-là, et je reste encore un tout petit peu sur la partie recrutement, on a la Team Peps qui est présente évidemment sur Overwatch, mais aussi sur Marvel Rivals et aussi sur Pokémon. Alors on n'est plus sur Marvel Rivals, on s'est retiré de la discipline il y a quelques semaines, parce que justement en tant que petit club, on doit faire des choix sur là où on met nos ressources. Et en fait, le produit Marvel Rivals nous demandait trop de ressources, notamment en termes de temps, parce que comme dans l'e-sport, les disciplines sont nouvelles, elles se développent et elles apparaissent et elles disparaissent. En fait, tout est à construire à chaque fois. C'est-à-dire que c'est pas comme le basket ou le foot qui existe depuis longtemps. C'est des écosystèmes où les gens, les acteurs, que ce soit au niveau des staffs ou au niveau des joueurs, sont des personnalités identifiables et qui connaissent les rouages, qui depuis petit passent par des sélections et ont l'habitude de travailler avec des staffs. Là, quand une nouvelle scène naît, c'est souvent tout un nouveau pan de joueurs qui arrivent et qui n'ont pas du tout ces connaissances et qu'il faut former, accompagner, éduquer. Et en fait, sur Marvel, ça fait 1 an et demi, on était depuis 1 an et demi sur Marvel. Cette scène était globalement nouvelle et on a dû changer à chaque stage, à chaque saison de joueurs, de staff encadrant, et il y avait très peu de stabilité dans le projet et souvent je devais intervenir personnellement à des phases charnières pour gérer des crises, pour gérer des problèmes de conflit au sein des équipes, des gens qui ne savent pas comment fonctionne le haut niveau et le niveau compétitif, pour qui c'est la première fois, des jeunes joueurs qui découvrent l'e-sport. Et en fait, on a fait le choix, on a beaucoup discuté de s'écarter pour le moment de Marvel Rivals, on reviendra peut-être un jour, mais aujourd'hui, financièrement, c'était un projet qui ne pouvait pas être rentable, c'est pas une audience qui est suffisamment grosse pour être monétisée, on n'a pas de lien avec l'éditeur, avec des revenus liés à l'éditeur, donc on s'est dit, ça va être difficile de professionnaliser par le cadre financier, donc ça veut dire que ça nous demande toujours des ressources humaines supplémentaires, et ces ressources humaines, en fait, on reste un petit club, il y a peu de gens qui sont à temps plein sur le club, on peut pas se permettre de prendre autant de temps et d'investissement sur un projet sur lequel on voyait pas d'avenir moyen terme. Donc on a décidé de faire une pause, un hiatus sur notre présence sur Marvel. Ça fait partie justement de la vie d'un club omnisport, parce qu'on est sur plein de disciplines différentes, comme tu l'as dit, de faire des choix des fois, de laisser une discipline partir pour en développer une nouvelle. Et donc on est sur Pokémon, on est présent sur Pokémon Unite, qui est un jeu en 5 contre 5, qui est un petit League of Legends version Pokémon, qui est peu populaire en France, mais qui est très populaire dans le monde, et où il y a des très gros tournois, parce que l'e-sport Pokémon, qui est peu connu, est en fait un e-sport très bien développé, très bien géré, parce que The Pokémon Company savent ce qu'ils font à ce niveau-là, et en plus de ça, ils couplent souvent leurs événements locaux, des salons Pokémon qui est un peu partout dans le monde, mais ils couplent leurs événements e-sport avec ces salons-là. Donc c'est des événements qui ont une belle production, qui sont chiadés, qui sont agréables à regarder. C'est assez bien fait. Et on a un joueur aussi stratégie Pokémon, donc sur Pokémon Champions, qui est sorti il y a pas longtemps, qui lui est un peu un joueur d'échecs à sa manière, où lui son rôle ça va être de gagner d'un point de vue stratégique des combats Pokémon contre un autre joueur. Et récemment on est arrivé sur la scène Dofus, ou Dofus pour les puristes, qui est donc un jeu du studio français d'Ankama, et sur lequel l'e-sport se développe. Il a toujours été un peu là, mais plutôt d'un point de vue amateur, semi-pro, et là l'éditeur a voulu lancer un circuit PvE, PvM, donc où il faut jouer des rushs d'XP, des donjons à finir plus vite, bref, tout un pan de l'e-sport, un e-sport différent où on n'affronte pas forcément des joueurs, mais on les affronte dans une course à un objectif plus que dans un affrontement réel. Et on a eu une très bonne discussion avec Ankama. Ils ont justement très vite compris l'importance de créer du lien, et notamment des moyens de financement pour les clubs, donc avec des skins en jeu qui permettent de financer le projet. Donc le projet s'autosuffit financièrement. Ça nous a donné envie de s'investir, en plus du fait qu'on adore les scènes un peu niche, où la communauté est très engagée.
c'est notre identité, et Dofus en faisait partie. Donc on les a rejoints, on a eu notre premier événement le week-end dernier. Très bonne performance de nos joueurs qui n'étaient pas habitués du format, on était très contents, ils font top 21, 25 sur plus de 20 000 joueurs. Et ça a été casté sur la chaîne de Lutti qui crie depuis tout à l'heure dans son bureau à côté. c'est lui qu'on entend. Mais pour aborder une question pareille d'un point de vue organisationnel, avant de passer aux jeux eux-mêmes, on recrute des joueurs, on repère des joueurs de la même façon sur Overwatch, Marvel Rivals et Pokémon, ou est-ce qu'au contraire, il y a quand même ou même Dofus, est-ce qu'il y a une particularité ? Bon, la particularité, elle est très liée à la discipline. On va dire que les compétences d'un joueur de stratégie versus un joueur de FPS sont pas les mêmes. Il y en a un où la mécanique va être beaucoup plus importante que l'autre. Maintenant, on va dire que l'évaluation des compétences, elle se base sur une étude de la scène, des résultats précédents, de ses performances compétitives. Mais ensuite, déjà, il va y avoir une différence jeu solo et jeu en équipe. Quand c'est un joueur seul, on identifie une personne, on regarde ses résultats, on va ensuite évaluer ses skills mentaux, sa capacité de travail seul, justement à s'auto-formater, comment il va s'entraîner, ses conditions d'entraînement, des fois l'environnement, est-ce qu'il est accompagné, est-ce qu'il a des parents, est-ce qu'il a des amis qui l'aident à s'entraîner. Tout ça va rentrer en compte dans leur recrutement. Quand on est sur un jeu d'équipe, il y a tout cet aspect-là et il faut rajouter les synergies entre les différents éléments qui vont être vachement importantes, la cohésion d'équipe, la cohésion de groupe. Les saisons sont longues, elles sont dures, il y a beaucoup d'entraînement tous les jours, il faut que les joueurs s'entendent bien et que l'environnement soit, on va dire, aussi un jeu, c'est-à-dire que pas seulement ils travaillent mais qu'ils aient envie de jouer et de venir tous les jours pour justement performer. La performance passe par le plaisir, dans le sport c'est déjà le cas, donc dans l'e-sport c'est la même chose. Donc c'est surtout ça qui va changer. Après ça passe par une étude assez profonde de chaque scène pour la partie résultat. Mais sur ce qui est skills mentaux et on va dire collectif, oui, il y a des grosses similarités dans la façon dont on va recruter les joueurs. Ce que j'ai vu notamment sur les jeux, on a les équipes e-sport on va savoir qui est globalement attaquant, donc DPS, qui va plutôt soigneur, qui va être plutôt... C'est-à-dire qu'en plus on a des profils de type de personnages, sachant qu'on a des jeux qui évoluent par essence, c'est-à-dire que Overwatch, le nombre de personnages qu'il y a maintenant a rien à voir avec celui du tout début, et de la même façon pour Marvel Rivals, où à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, potentiellement, c'est toute la méta qui peut être modifiée, où en fait d'un coup, ce qui était possible avant va complètement être bouleversé par ce personnage-là qui remplit un trou stratégique, une opportunité. C'est une fois qu'on a cette équipe qui se fait, qui s'entend, etc., la possibilité pour cette équipe d'évoluer dans ses personnages, c'est quelque chose qui se fait, ou est-ce qu'au contraire on va essayer de vraiment avoir une équipe qui fonctionne et qui est prête en fait finalement à occuper le terrain? Ça dépend vraiment des profils, mais c'est vrai que de toute façon la flexibilité, donc la capacité d'apprendre rapidement des nouveaux héros et de changer de style de jeu fait partie des critères qu'on évalue. C'est-à-dire qu'un joueur qui n'est pas du tout flexible dans un jeu où il y a plein de héros, ça va de toute façon être compliqué. Donc la flexibilité, on est obligé de l'évaluer, et après c'est plus définir une identité collective. Une fois qu'on a trouvé des joueurs qui sont capables de jouer plusieurs styles de jeu, plusieurs compositions, certes, ils vont pas être les meilleurs du monde sur toutes les compositions, en tout cas pas avec le budget d'un club comme le nôtre. On va pas pouvoir recruter les meilleurs du monde sur chaque composition, sur chaque stratégie, etc. Et donc là, c'est des choix plutôt post-recrutement où on va définir, nous on est fort sur ces styles de jeu-là et on va essayer d'imposer ces styles de jeu-là. Et donc de jouer sur ce qu'on appelle l'identité de jeu, notre identité, quelle va être notre identité en tant qu'équipe, et ça c'est plus le travail du coach. Mais quand on recrute des joueurs, on va surtout évaluer leur flexibilité et leur capacité d'adaptation justement dans des schémas qui peuvent sortir de l'ordinaire, parce que comme tu l'as dit, demain il y a un nouveau héros qui sort, ça peut chambouler complètement la stratégie et il nous faut des joueurs capables de s'adapter et par eux-mêmes finalement de trouver des solutions. Parce que les solutions, finalement, à ce moment-là, quand il y a un nouveau héros qui sort, personne ne les a. C'est à l'équipe qui va être la plus rapide à trouver les micro-stratégies qui font la différence. Donc ça fait partie des critères qu'on évalue. On fait partie des clubs qui, je pense, d'abord, pas par choix, mais par obligation, parce qu'on se bat avec des clubs qui ont des budgets 10 à 100 fois plus gros que nous, mais aussi par expérience et volonté de créer du long terme. On cherche des petites pépites, des joueurs un peu que personne n'a repérés. Ça va avec l'identité du club et donc le nom du club aussi. On cherche ces petites pépites et on cherche des joueurs qui peuvent développer un gros sentiment d'appartenance au club, ce qui fait qu'on va pouvoir les garder même si
on peut pas lutter financièrement avec les gros clubs parce qu'ils sont attachés au maillot, parce qu'ils sont attachés à la communauté, parce que finalement ils se battent pour quelque chose de plus grand que simplement leur carrière et qu'ils ont envie de gagner un titre, pas pour gagner un titre pour eux mais pour le club. Et c'est ça qui va aussi jouer beaucoup dans notre recrutement. Et ça, c'est une métrique qui est peu, je trouve, utilisée aujourd'hui dans pas mal de clubs, qui pour nous, comme je l'ai dit, on n'a pas vraiment le choix. Si on veut créer des projets long terme, on doit chercher ces profils-là, mais c'est des profils sur lesquels on peut construire des belles histoires et qui, moi, me donnent envie de m'investir et qui me donnent envie d'investir ce projet et de me donner tous les jours pour qu'il se développe. C'est de faire en sorte d'avoir des gens qui, finalement, sont autant des acteurs de ce projet et de cette équipe que je le suis moi à la base. Ah, ça me permet de faire ma transition, puisque on parlait du tout début sur Overwatch. Puisque à la base tu commentes parce que t'aimes le jeu. Ouais. Overwatch a énormément évolué puisque on a le 1 puis le 2 et ensuite le 2 qui devient juste Overwatch. Ouais. On parlait de Marvel Rivals qui est beaucoup plus récent et qui lui aussi évolue. Comment est-ce que tu perçois l'arrivée, par exemple s'il y a une annonce, comment est-ce que tu vis l'arrivée d'un nouveau perso dont tu n'as pas encore entendu parler potentiellement quand tu commences à voir un peu quel genre de personnage on va avoir? Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous regardez ça ensemble et qu'il y a une analyse? Est-ce que potentiellement toi tu vas avoir les premières infos qui des fois fuitent et du coup tu vas commencer à te faire ton idée de préparation? Ça se passe comment? Alors, je dirais que ça c'est assez propre à chaque équipe. C'est vrai que chez nous, quand il y a des nouveaux patchs, alors par contre ça c'est le cas de toutes les équipes, s'il y a un patch mais que t'es fort à ce moment-là, t'es pas content qu'il y ait un patch parce que du coup ça risque de peut-être de changer la dynamique et de changer la hiérarchie des équipes. Si par contre t'es en difficulté sur la méta, sur le style de jeu actuel qui est le plus fort et que d'un coup il y a un patch, t'es très content parce que peut-être que justement ça va renverser la hiérarchie et t'offrir une nouvelle chance de performer. Donc ça c'est vraiment dépendant de ta position à un instant T. Par contre comment on identifie ça? Bon oui, souvent les soirs de patch on les lit ensemble, enfin quand je dis on, c'est pas forcément moi en tant que fondateur / CEO du club, mais plus les staffs et les joueurs se réunissent pour lire ensemble les patchs. Maintenant, ça théorie-craft un peu, c'est-à-dire que ça commence un peu à discuter, ça pourrait aller bien avec ce perso. En fait, on se donne des idées de ce qu'on a envie d'essayer parce qu'il y a un patch. Mais il faut pas tomber non plus dans ça va être fort, c'est sûr, ou ça va être faible, c'est sûr. Parce qu'en réalité, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'est pas sur le terrain, tant qu'on n'est pas en train de tester. Et le nombre de fois où on m'a dit ce personnage est nul, et finalement il était super fort, parce que combiné à d'autres personnages, c'était incroyable. Ou ce personnage est incroyable, ça va changer totalement le jeu, et finalement personne ne le joue. C'est arrivé un nombre de fois incalculable. Les joueurs ont tendance à s'exciter un peu vite quand il y a des annonces. D'expérience, il faut garder les pieds sur terre, se faire une petite idée pour savoir ce que tu as envie de tester, mais attendre d'avoir la data que tu récupères uniquement sur le terrain. Et Overwatch, c'est un jeu qui date un peu quand même en termes de licence. Ce qui va être intéressant, c'est que on se fait l'idée d'un jeu dans le jeu vidéo que ça va très vite. On oublie très vite les jeux, etc. L'e-sport, on le relie à l'internet et internet, forcément, ça va très vite et les choses s'oublient, etc. Pourtant, Overwatch est toujours là. Qu'est-ce qui fait, selon toi, la particularité au-delà d'une communauté présente? Qu'est-ce qui fait que ça accroche autant les gens? Alors pour moi, c'est un cumul de plusieurs choses. La première, c'est que l'e-sport s'est établi dans les années 2015. Il existe depuis bien plus longtemps que ça, hein, mais les jeux qui étaient présents... l'e-sport a explosé dans les années 2013 et après, autour de ces années-là. Et finalement, les jeux qui étaient déjà installés, Counter-Strike, League of Legends, sont un peu les rois aussi parce qu'ils étaient là avant. Comme un peu toutes des créateurs qui auraient été découverts sur une plateforme, sur Twitch au tout début, quand personne n'y était, quand TikTok est sorti, les premiers qui ont fait des TikTok. C'est un peu la même chose avec l'e-sport. Étant donné que c'est nouveau, que ça n'existe pas, y a une place à prendre. Cette place, elle a été prise par les premiers acteurs et qui se sont chacun un peu, on va dire, installés dans un genre précis. Voilà, les MOBA, League of Legends domine le marché des MOBA, il y a encore un peu Dota mais c'est quand même assez niche. Counter-Strike domine les tactical shooters et donc il y avait ce pan des hero shooters, c'est comme on appelle pour Overwatch, qui était très peu, on va dire, populaire. Il y avait peu de licences majeures sur ce genre-là. Il y en avait Team Fortress, Paladins, mais c'était des jeux un peu plus niches. Et Overwatch, en fait, a rendu grand public ce genre-là, un peu comme Fortnite a rendu grand public les Battle Royale. Et en fait, ils ont pris cette place, et pour beaucoup, c'est le hero shooter par excellence. Ça a permis au jeu de s'installer comme la discipline e-sport, et donc comme si aujourd'hui, demain, il y avait un nouveau sport qui sortait et qui ressemblait un peu au basket, mais c'est pas du basket.
bon bah en fait on va regarder du basket. On va plutôt regarder du basket que ce nouveau jeu. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de hero shooters qui sortent, Marvel en fait partie, mais ils tiennent pas la concurrence parce que soit parce qu'aujourd'hui il n'y a pas eu un jeu qui a totalement détrôné Overwatch en termes de gameplay, il faut le dire, ça reste un jeu excellent et il y a beaucoup de gens qui reviennent sur Overwatch et qui sont en mode waouh, le jeu est quand même vraiment bien et qui se rappellent pourquoi ils y avaient joué de base. Il a ses défauts et d'ailleurs ces défauts frustrent beaucoup de gens qui sont en mode mais c'est une pépite ce jeu, il faudrait en faire un truc encore plus grand, qui se plaignent un peu que l'éditeur fait pas assez, etc. Et des fois à juste titre, mais le jeu est bien, ça c'est un vrai bon point, et donc personne l'a détrôné à ce niveau-là aujourd'hui, et ils se sont installés comme les référents sur ce genre, et donc ça fait que oui, Marvel sort, on va regarder un peu Marvel, mais on y revient toujours à son sport de base. Dans le sport, les disciplines sont déjà installées. Dans l'e-sport, je pense qu'on commence un peu à voir quels sont les tiers d'e-sport et lesquels finalement vont perdurer et dépasser des décennies. Et évidemment, League of Legends et Counter-Strike pour moi n'arrêteront quasiment jamais. Ils se sont trop installés pour qu'ils disparaissent complètement un jour. Mais on voit par exemple des nouveaux outsiders qui arrivent comme Valorant qui galèrent justement parce que sur leur style, il y a déjà du monde. On est dans l'entre-deux entre un Overwatch et un Counter-Strike et finalement les statistiques sont un petit peu en baisse. Donc ça va être... pour pouvoir s'installer, je pense, dans l'e-sport aujourd'hui en tant que discipline et justement perdurer, il fallait soit être là au début, sur un style et un genre bien précis, soit arriver maintenant à quelque chose de complètement nouveau, comme Fortnite avec les Battle Royale l'a fait à l'époque. Mais sinon, ça va être compliqué. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, Overwatch a la chance de s'être installé comme le référent des hero shooters. Pour la Team Peps, quelles sont les prochaines étapes là sur potentiellement cette année, puisque quand on avait parlé à la ZLAN, il y avait plusieurs choses en fait à chaque fois que tu as en vue. Là maintenant on se dirige vers des belles choses, je suppose. Alors on a pas mal d'échéances compétitives. Sur Pokémon, on a notre joueur stratégie et l'équipe Unite qui sont qualifiés pour les championnats du monde, qui ont lieu à San Francisco fin août, donc ils vont se battre pour le titre de champion du monde dans leur discipline. Donc c'est assez chouette. Sur Dofus, on va attendre justement le circuit officiel d'Ankama ou des formes d'événements comme celui qu'on a eu le week-end dernier, parce que c'était une très belle initiative et on espère qu'elle se reproduira. Et sur Overwatch, là, on doit passer par une grande phase de qualification pour revenir en OWCS, donc pour le prochain stage. Donc il va y avoir 2 mois de compétition pour ensuite se qualifier pour le prochain stage et peut-être aller aux Worlds à la fin. C'est l'objectif évidemment, d'essayer d'aller se battre pour une place au championnat du monde. Voilà, on a de belles échéances devant nous d'un point de vue compétitif, et après en tant que club, on va continuer de se stabiliser, continuer de s'entourer des meilleurs partenaires et sponsors possibles qui partagent notre vision et qui veulent aider un projet justement grassroots à s'installer et à faire en sorte de créer une belle histoire. Et après d'un point de vue développement, on va scouter un peu des scènes qui pourraient peut-être nous donner envie d'écrire aussi une belle histoire sur ces scènes-là et peut-être se développer sur ces scènes-là, mais on fait petit à petit et on n'a pas spécialement envie de passer d'un coup de petits clubs à très gros clubs, ou si on le faisait, il faudrait le faire, on va dire, d'une manière plus drastique, comme on voit beaucoup de clubs aujourd'hui lever des fonds, etc. Mais bon, l'ADN du club, ça a toujours été un peu la débrouillardise, et on va continuer un petit peu comme ça, même si on grossit, même si on se développe, même si on se professionnalise, on est toujours dans cette phase de débrouillardise. Avec plaisir pour voir l'évolution au fur et à mesure et puis pouvoir reparler au niveau des différents événements. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis j'espère à bientôt. À bientôt.